Au nom de Dieu, bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder l'émission Le Débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite du président Rouhani, le président iranien, à Moscou. Alors, 14 accords très importants ont été signés entre les deux parties. Des accords sur le commerce, l'industrie, le tourisme et particulièrement sur l'énergie. Alors l'ambiance était très positive au cours de cette visite du président iranien à Moscou. Et bien sûr, différents thèmes ont été abordés avec le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre russe Dmitry Medvedev sur la question de la lutte contre le terrorisme et bien sûr la crise syrienne. Et bien sûr, les deux pays sont résolus de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. À présent, voici un reportage préparé par mes collègues et on sera avec vous juste après. Veuillez rester avec nous. La presse internationale se penche sur la visite du président Rouhani en Russie, une visite qualifiée d'extrêmement importante. Sputnik évoque dans un article l'émergence d'un axe Iran-Russie qui s'opposerait à l'axe États-Unis-Arabie Saoudite. Cela fait belle lurette qu'au Riyad et Téhéran entretiennent une relation tendue. Chacun des deux pays cherche un partenaire fiable qui se trouve en dehors du Moyen-Orient et il semblerait qu'ils aient fait chacun leur choix, écrit l'agence presse russe. Cela étant dit, l'Arabie Saoudite ne pourra peut-être pas tout miser sur ses relations avec les Américains dans la mesure où Washington, doté d'une loi baptisée JASTA, entend faire payer aux Saoudiens des milliards de dollars d'indemnités pour compenser la douleur des familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Les chefs d'accusation qui pèsent sur la famille régnante ne sont pas des moindres. Le financement des terroristes d'Al-Qaïda, le soutien logistique aux organisations terroristes à travers le monde et la préparation finale d'Al-Qaïda en vue de commettre les attentats. Un réquisitoire contenant toutes ces charges vient d'ailleurs d'être présenté à un tribunal de Manhattan en présence de 800 plaignants, tous membres des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Sputnik rappelle la rencontre récente de Trump avec le ministre saoudien de la Défense et principal lobbyiste pétrolier saoudien Mohammed Ben Salman, auquel le président américain aurait demandé d'investir à hauteur de 200 milliards de dollars dans le secteur pétrolier américain, et ce pour une durée de 4 ans. Pour Sputnik, c'est un coup fourré qu'au Riyad reçoit en pleine figure de la part de l'administration américaine. Euronews mentionne aussi de son côté la visite du président de la République islamique d'Iran en Russie, au plus fort de la guerre par procuration qu'on mène Riyad et ses alliés contre Téhéran. Cette visite marque une victoire politique pour l'Iran qui a fait son choix tout en mettant l'accent sur ses relations privilégiées avec la Russie. Mais c'est aussi un acquis pour Moscou qui fait comprendre au monde occidental et aux États-Unis au premier chef qu'aucun équilibre des forces ne sera possible au Moyen-Orient sans la présence de la Russie. Pour Euronews, la réunion tripartite du mois de mars à Astana, consacrée à la Russie, a marqué un tournant dans les relations des deux pays qui coopèrent depuis 2011 dans le dossier syrien. En effet, les deux puissances ont réussi au cours de cette réunion à laquelle assistait la Turquie à prendre l'initiative dans le dossier syrien. À vrai dire, l'armée syrienne et ses alliés iraniens russes n'ont pas cessé de progresser ces derniers temps sur différents fronts de combat. À Alep, on ne voit que les portraits d'Assad, de Poutine, de l'ayatollah Khamenei et de Nasrallah. Ce fut la présence des Iraniens et du Hezbollah qui a changé la donne en faveur de l'armée syrienne. Quant à la Russie, elle a parié juste et a bien choisi ses alliés. C'est par la porte de l'Iran et de la Syrie qu'elle est entrée au Moyen-Orient et a prouvé qu'aucun équilibre des forces ne pourrait avoir lieu dans la région sans elle. Et c'est là qu'Israël se sent inquiet. La raison de la visite de Netanyahou à Moscou, qui a précédé celle de Rouhani, se trouve là. Israël doute désormais de la solidité de ses liens avec Moscou, surtout après la riposte de l'armée syrienne à l'une de ses dernières frappes en territoire syrien. Euronews fait remarquer aussi que le partenariat politique Iran-Russie s'accompagne aussi d'un développement sans précédent des relations économiques, commerciales et militaires de part et d'autre, ce qui mène l'article à se poser cette question. Avec tout ce qui précède, on a tendance à se demander la Russie va-t-elle renoncer à l'Iran pour se rapprocher des États-Unis? La vérité est que Trump ne propose pas grand-chose à Poutine pour que celui-ci lâche la proie pour l'ombre.
Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Vous regardez l'émission Le Débat et aujourd'hui, nous allons parler de la visite du président iranien à Moscou. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Luc Michel depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous nous entendez? Non? Malheureusement, il y a un problème technique. À présent, je m'adresse à M. Mikhail Grandi-Egorov, un spécialiste des questions internationales depuis Moscou. Monsieur Egorov, bonjour. Bonjour. Monsieur Egorov, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour, je vous entends. Monsieur Mikhail Grandi-Egorov, spécialiste des questions internationales depuis Moscou, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, oui, je vous entends. Merci d'accorder votre temps à l'émission Le Débat. Alors, vous savez certainement que nous parlons de la visite du président iranien à Moscou. Donc, une visite très importante car beaucoup d'accords dans le domaine commercial, industriel, touristique et particulièrement sur l'énergie ont été signés. Alors, les deux pays sont résolus de promouvoir et développer la paix et la stabilité dans la région. Alors, quelle ambiance donc jugez-vous dans cette visite, je vous prie? Je pense que l'ambiance était réellement presque, on peut dire, excellente. Elle était effectivement, on a noté l'importance des deux côtés qui a été accordée à cette visite. Nous avons vu que la partie iranienne était très satisfaite du niveau des discussions qui ont été faites et surtout des accords qui ont été conclus. La partie russe partage aussi cet optimisme. Et aujourd'hui, cette notion d'alliance stratégique qui a été mentionnée plusieurs fois, elle se confirme puisque lorsque la question par les journalistes russes a été posée au porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, à savoir comment la Russie voit cette relation avec l'Iran, il a bien indiqué l'Iran pour nous est un allié stratégique, un partenaire stratégique. Donc je pense que cette rencontre Rouhani-Poutine à Moscou, les accords conclus et le climat de cette rencontre, je pense qu'il confirme que cette alliance stratégique se confirme et je pense qu'elle est appelée à se renforcer au cours des années à venir. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Merci, M. Egorov. Restez avec nous. Nous aurons naturellement d'autres questions à vous poser. À présent, notre contact avec M. Luc Michel depuis Bruxelles est prêt. Donc, M. Michel, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Bien, merci d'accorder votre temps à l'émission Le Débat. Alors, selon M. Egorov, depuis Moscou, l'ambiance, le climat était extrêmement positif. Donc, tout au long de cette visite du président Rouhani à Moscou, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on n'est pas au début d'un processus, on est à son aboutissement. C'est la 9e visite du président Rouhani à Moscou. Elle a été précédée par des visites de généraux iraniens. Le partenariat stratégique, il est dans tous les domaines. Il est dans le domaine des exportations de gaz, avec le forum des exportateurs de gaz. Il est évidemment dans la relation stratégique militaire. On dit que la meilleure manière de sceller une alliance, c'est d'avoir des ennemis communs. La guerre de Syrie a scellé cette alliance. Enfin, il y a des intérêts qui sont des intérêts convergents. Il n'y a pas de rivalité pour la Russie. C'est un processus géopolitique qui a été entamé par Pierre le Grand et Catherine la Grande. Et pour l'Iran, c'est également des intérêts stratégiques vitaux qui sont la liaison avec les populations chiites et le Hezbollah au Liban. Bon, il y a tout pour faire non pas un mariage de raison uniquement, mais aussi un mariage d'amour. Il y a aussi les tensions internationales, ce qu'on appelle la guerre froide 2.0, qui fait que certaines orientations de la politique russe de Poutine vis-à-vis d'Israël, etc., vont devoir changer. La visite de Rouhani, elle prend place au même moment où il y a l'immense show du congrès de l'AIPAC aux États-Unis, le lobby pro-israélien. On n'en parle pas dans la presse occidentale, mais la presse israélienne y consacre des dizaines d'articles. Il y a une nouvelle relation stratégique. On parle d'un alignement entre la politique de Washington et de Tel Aviv, et donc ça va changer la donnée dans beaucoup de choses dans la région. À partir de ce moment-là, le partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran va lui aussi, je pense, se renforcer par la force des choses. Bien sûr, M. Michel. À présent, je m'adresse à M. Egorov depuis Moscou. Alors, M. Egorov, bien sûr, les accords signés entre les deux parties, ce n'est pas chose nouvelle depuis toujours.
et surtout après les sanctions exercées à l'encontre de la République islamique d'Iran par les États-Unis et les Occidentaux. Concernant la crise bien sûr nucléaire, la Russie a toujours su donc avoir un approchement très important avec la République islamique d'Iran dans différents domaines. Alors, ce rapprochement, bien sûr, à présent, nous parlons bien sûr de la politique. Alors, selon M. Michel, cet approchement est très important car au niveau de la politique et la stratégie de la lutte contre le terrorisme et la crise syrienne, et bien sûr l'accord entre Tel Aviv et Washington aussi, ça met en jeu toute la relation entre les deux pays. Qu'en pensez-vous? Oui, sur ce point, je suis effectivement absolument d'accord parce que vous savez que côté russe, on parlait déjà de l'importance de l'alliance avec l'Iran depuis déjà 10-15 ans. C'était déjà en cours de discuter. Si vous écoutez les débats de plusieurs experts russes au début des années 2000, on parlait déjà de l'importance de cette union avec l'Iran. Mais ça a effectivement assez tardé. C'est-à-dire qu'on avait des relations relativement stables, on avait une collaboration et à un niveau on avait des relations de confiance, mais on n'était pas effectivement encore dans cette optique stratégique de la chose. Alors qu'aujourd'hui, ça devient effectivement le cas. Et effectivement, aujourd'hui, on commence à collaborer dans des domaines très divers. On collabore au niveau politique, on collabore dans la lutte antiterroriste, on collabore sur des questions régionales. La Syrie, bien sûr, on collabore au niveau d'Astana, des pourparlers d'Astana, où la Russie et l'Iran jouent un rôle clé dans le processus qui a été lancé en collaboration avec la Turquie, qui a aussi été invitée à se joindre à ce processus. Et puis évidemment, ça commence aussi à se faire plus ou moins sentir au niveau des relations économiques. Parce que, aussi bien côté russe qu'iranien, tout le monde s'accorde à dire que nos relations économico-commerciales sont réellement en dessous du potentiel. Poutine avait bien noté, durant la rencontre avec le président Rouhani, qu'au cours de la seule année dernière, notre volume des échanges a augmenté de 70%. C'est un chiffre impressionnant. Mais malgré même cette augmentation effectivement impressionnante, 70% c'est beaucoup, surtout en une année, mais nos relations restent effectivement très en dessous de leur potentiel réel. Je parle bien des relations économico-commerciales. Et comme on parle bien d'alliance stratégique, il serait aujourd'hui important, en plus de nos liens et de notre collaboration politique, militaire, dans la lutte antiterroriste, il serait important, très important aussi d'augmenter notre partenariat au niveau économico-commercial. Et je pense que les deux parties sont en train de le faire actuellement. Bien sûr. Monsieur Michel, vous avez dit tout à l'heure que Tel Aviv ne cesse donc de montrer donc son mécontentement à l'encontre de la République islamique d'Iran en pensant que l'Iran est une menace pour la région, ainsi que Washington tout récemment, hier. Ils ont donc menacé même Téhéran en disant que c'est une menace pour toute la région, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un pays important avec la Russie qui collaborent ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est tout. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est un prétexte, mais c'est aussi une manière pour les Américains d'essayer d'enfoncer un coin entre Moscou et Téhéran. Il y a tout un discours qui est inopérant et ce discours, il a des arrière-pensées évidemment stratégiques. Il y a une réalité. Il y a une réalité pour Israël, c'est la fin de la domination stratégique sur la région avec la sanctuarisation de Damas, de Téhéran, des installations nucléaires iraniennes par les systèmes antimissiles russes S-300, S-400, etc. On est revenu un peu à ce qui était le grand enjeu avant la fin de l'Union soviétique, à la parité stratégique, mais qui n'est plus seulement entre Tel Aviv et Damas, mais qui est également avec l'Iran. À partir de ce moment-là, il y a un système qui se met en place et qui n'est pas acceptable pour le partenaire israélien. Il faut comprendre quelque chose au milieu de tout ça. Pour la Russie et l'Iran, ce sont des intérêts géopolitiques fondamentaux. Mais pour Israël aussi. Pour les Américains, pas. Pour les Américains, c'est un théâtre secondaire qui s'explique en grande partie précisément par l'alliance israélienne. Il y a aussi la guerre économique, c'est-à-dire que aussi bien Moscou que Téhéran, ce sont des pays sous sanctions occidentales, ce sont des pays qui sont la cible de la réorganisation par les États-Unis du marché mondial du pétrole. Ce sont des pays dont on vise à anémier et à détruire l'économie. Et à partir de ce moment-là, ça explique aussi à la fois le partenariat stratégique russo-iranien et l'hostilité de l'autre côté. Il faudra maintenant, ce qu'on attendait au départ, c'est-à-dire d'une présidence Trump, moi pas. J'ai fait des analyses dès qu'il a été
désigner candidat en disant que Trump ne serait pas isolationniste et ne se dégagerait pas. Mais ce qu'on attendait, par exemple, en Russie de la présidence Trump, ça n'arrive absolument pas. On découvre, par exemple, au congrès de l'AIPAC, que toute la présidence Trump est constituée de militants sionistes radicaux, côté américain, je précise, qui sont engagés depuis, pour certains, plusieurs dizaines d'années, comme le vice-président Pence avec l'AIPAC. Et ça va changer tout à fait la donne stratégique. On avait dit que la nomination du nouvel ambassadeur américain, David Friedman, allait prendre du temps. Il a été nommé hier et le congrès de l'AIPAC a servi de démonstration de force. Vous savez qu'il y a eu toute une série de propositions de loi pour de nouvelles sanctions contre votre pays. Il y a un climat général de russophobie, il y a un climat d'iranophobie. Tout ça prend place dans la fameuse guerre froide 2.0, en sachant que l'un des points chauds de la confrontation, c'est actuellement la Syrie. Il faut voir maintenant quelle va être la réalité de la politique américaine en Syrie. Il y a apparemment un dégagement de l'hostilité contre Damas, mais il faut voir aussi le temps qu'elle va durer. Bien sûr. Monsieur Egorov, depuis Moscou, alors qu'est-ce qui dérange réellement donc, Tel Aviv et Washington dans la collaboration entre la Russie et la République islamique d'Iran? Alors est-ce que les États-Unis et Israël vont changer leur politique vis-à-vis de ces deux pays qui luttent contre le terrorisme et sont résolus de promouvoir la paix et la stabilité dans la région? Sur le court terme, peu probable que cela change, parce qu'il faut comprendre que les Américains, et tout comme plusieurs de leurs satellites, ne sont toujours pas prêts à reconnaître la réalité multipolaire, alors que cette réalité est reconnue à Moscou, elle est reconnue à Pékin, elle est reconnue par Téhéran, elle est reconnue par beaucoup d'autres pays. Donc tant qu'ils ne vont pas être capables, tant que les élites occidentales et leurs suiveurs ne seront pas en mesure de reconnaître que la réalité multipolaire est bien là, on sera toujours dans l'impasse. Et je pense que sur le court moyen terme, on sera toujours dans la confrontation. D'autre part, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui pose problème? C'est justement le fait que la Russie et l'Iran sont des partisans déclarés, des acteurs majeurs de la multipolarité, de l'ère multipolaire qui succède maintenant, je peux dire on peut dire officiellement, à l'unipolarité. Mais pour les Occidentaux, pour les Israéliens, pour les Saoudiens, c'est très difficile à accepter parce que eux, ils ont bien beaucoup profité de ce diktat unipolaire qui a suivi la chute de l'URSS. Mais aujourd'hui, ils vont devoir peu à peu être forcés à reconnaître que cette réalité ne peut plus durer. C'est ça qui leur fait très peur. Vous savez, c'est le fait que la Russie et l'Iran, comme la Chine et un certain nombre d'autres pays, prennent leurs responsabilités dans le cadre multipolaire de cette nouvelle organisation des relations internationales, des relations au niveau mondial. Ça, Washington, même s'ils ont tendance à prétendre le contraire, mais ça fait très peur aussi à Tel Aviv, à Riyad, aux capitales occidentales, ouest européennes, à l'Europe bruxelloise, etc. C'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit bien comprendre une chose, c'est que nous, notre bloc de pays a pris une responsabilité importante dans le cadre multipolaire du monde. Et on ne peut plus reculer. Aujourd'hui, on ne peut plus reculer. La seule voie, c'est d'avancer et de continuer à imposer cette volonté multipolaire de l'écrasante majorité de la population mondiale. Il ne faut rien attendre, je pense, de positif de la part des élites que vous avez citées. Ils vont continuer à rester sur leur ligne, mais plus des relations comme la relation russo-iranienne sera renforcée, à l'instar d'autres alliances et d'autres unions dans le cadre de ce monde multipolaire, plus les élites occidentales et autres seront à un moment ou à un autre forcées de le reconnaître. Mais ça va prendre encore du temps. Bien sûr. Monsieur Luc Michel, je sens que vous voulez réagir face aux propos de M. Egorov, je vous prie. Oui, moi je suis un partisan du monde multipolaire, mais je ne partage pas cet optimisme. Il y a actuellement une réorganisation de l'impérialisme américain. Pour la première fois depuis une vingtaine d'années, les Américains ont de nouveau les moyens économiques avec la réorganisation du marché mondial du pétrole. Le pétrole de schiste, en fait, ils ont les moyens économiques de soutenir une politique impérialiste dans le monde. Il faut comparer l'état des forces, le nombre de porte-avions, de bases militaires. La superpuissance, ça reste les États-Unis. Il faut aller lire les géostratèges américains, ceux de Stratford en particulier. Et lorsque je vois la politique étrangère, non pas seulement de Trump, mais de toute sa présidence, notamment de ce club de généraux et d'amiraux qui a pris le pouvoir à Washington,
j'ai lu en fait en même temps dans les livres de George Friedman, le patron de Stratford, il y a la tendance à essayer de faire comme on fait au casino un banco géopolitique et géostratégique, comme ils le disent eux-mêmes, pour que le 21e siècle reste un 21e siècle américain. On va voir, moi je pense, non pas un apaisement du monde, mais une montée de l'impérialisme américain. C'est ce qui est en train de se dessiner. Il ne faut pas écouter les grands discours de Trump sur la fin de l'OTAN, etc. On est en train de renforcer l'OTAN, de demander plus d'argent pour la guerre. Si vous suivez la confrontation avec Moscou, elle se met en place un peu partout. Donc je ne suis pas très optimiste. Il faut que les peuples du monde, justement, fassent ce que font Moscou et Téhéran, c'est-à-dire renforcent leur front uni. Et la clé du futur monde multipolaire, elle va être dans l'organisation de la coopération de Shanghai, dont l'Iran fait partie depuis maintenant plus d'1 an, avec Moscou et avec Pékin, et en grande partie de la position de Pékin elle-même. Il y a une tendance de Pékin à ne voir que la politique en Asie et en mer de Chine. Aux Nations Unies, par exemple, Pékin suit Moscou, mais n'a pas d'initiative. Donc on est entré, je pense, dans une décennie décisive, d'ici 10 ans, où on aura réellement débouché sur ce monde multipolaire qui est le seul capable d'amener la paix. C'est en fait la théorie, qui est une théorie des années 60, par des géopoliticiens comme Jean Thiriard ou Jorgis von Lausen. C'est la paix par les blocs continentaux autocentrés. Mais cette paix-là, elle va contre le pouvoir mondial de Washington. Il va donc avoir une tentative pour les Américains de ne pas accepter ça. D'où le renforcement aussi de l'alliance avec Tel Aviv, parce que Tel Aviv, c'est un acteur régional, et c'est inacceptable pour eux de perdre leur domination stratégique avec toutes les conséquences. On est donc dans une décennie décisive, mais dangereuse. Bien sûr. Au début de l'émission, vous avez parlé de l'aboutissement entre les relations entre la Russie et l'Iran. Beaucoup de réunions au cours de cette visite étaient à huis clos. Beaucoup pensent que c'était concernant la question syrienne. Est-ce qu'on va mettre fin à la crise syrienne avec la collaboration plus étroite entre la Russie et l'Iran? Je pense. Oui. Allô. Oui, allez-y. Oui, je pense qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, pour répondre à la question précédente que vous m'avez posée, si vous avez bien suivi, j'ai bien indiqué que je ne partage aucunement un optimisme sur le fait que les élites occidentales et certaines autres vont changer leurs approches. Au contraire, sur ce plan-là, moi je n'ai aucune confiance, à titre personnel, envers les élites américaines, bruxelloises, saoudiennes, qatariennes, etc., israéliennes, etc. Mais je suis optimiste sur le fait que nous, les partisans du monde multipolaire, nous sommes appelés à renforcer nos liens, et je suis optimiste à ce niveau-là, que cela se fera. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, comme on l'a dit, pour résoudre la crise en Syrie, la Russie et l'Iran doivent encore plus renforcer leur partenariat parce que c'est là que se trouve la clé de la chose. Ce sont les deux seuls pays qui se trouvent en Syrie sur une base légale, c'est-à-dire à la demande des autorités légitimes de Damas. Tous les autres pays qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte ou semi-directe dans la crise syrienne, ce sont des forces effectivement obscures, impérialistes, néocolonialistes et qui sèment le chaos. Donc la Russie et l'Iran, effectivement, doivent renforcer d'abord la lutte antiterroriste, et je pense que c'est en train de le faire. On a vu déjà que les rencontres entre les états-majors russes et iraniens se font de plus en plus souvent, encore plus souvent que c'était le cas il y a 1 an ou 2 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien aussi que les efforts diplomatiques russo-iraniens sont appelés encore plus à se renforcer, notamment dans le cadre des pourparlers d'Astana, où la Russie et l'Iran, comme je l'ai dit tout à l'heure, jouent un rôle véritablement clé. Voilà. Monsieur Mikhail Grandi-Egorov, expert des questions internationales, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je remercie naturellement Monsieur Luc Michel depuis Bruxelles d'avoir accordé son temps à l'émission Le Débat d'aujourd'hui. Eh bien, chers téléspectateurs, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.